Le musée et les expositions sont des moyens efficaces pour construire une représentation, que ce soit d'une culture, d'un groupe social, d'une époque, d'une individualité spécifique. Mais ces structures peuvent aussi produire des symboles représentatifs d'une visée supérieure, d'une finalité, parfois même d'une religiosité, d'une moralité, etc., etc., etc. Cette structure muséale est évidemment aussi reliée de manière moins glorieuse à toute une économie sous-jacente, que ce soit à un marché où se spécule la valeur des objets entre l'offre et la demande, que ce soit à un élément touristique avec des retombées économiques multiples, ou plus directement que ce soit vis-à-vis d'attentes idéologiques liées à la puissance publique ou aux intérêts privés qui influencent le contenu, ne serait-ce que par le financement sous forme de subventions. Je pourrais diviser grossièrement la multiplicité des types de musées en deux groupes. Il y aurait ceux qui proposent aux spectateurs l'expérience d'un jugement déterminé, c'est-à-dire qu'il y aurait une quelconque finalité objective à saisir au travers de l'exposition. J'appellerais ce cas musée scientifique. Il y aurait aussi des infrastructures qui proposeraient aux spectateurs de produire un jugement réflexif, c'est-à-dire qu'il y aurait une finalité à saisir d'un point de vue subjectif, à partir d'une expérience intérieure non partageable qui serait générée par la fréquentation d'œuvres d'art. Ce seraient alors des musées que je peux qualifier d'esthétiques. Ce second cas est généralement dénommé sous l'appellation musée d'art ou de beaux-arts. Mais le mot art est assez trompeur, car dans certains cas, l'on peut qualifier d'art un objet soumis à un jugement déterminant, qui serait alors objectif. Typiquement, quand l'on parle de l'art d'un peuple extra-occidental, répondant à un canon qui serait propre à cette culture, et qui serait véhiculé au travers des objets, on peut supposer qu'il n'y existerait pas de subjectivité ou d'identité réflexive au sens moderne. L'ethnologie, par exemple, aurait plutôt supposé que ces objets seraient liés à des fonctions spécifiques et non esthétiques, au sens dans lequel nous employons ce terme aujourd'hui. Parfois l'on parle aussi d'œuvres de la nature, la toile étant l'art de l'araignée, ou encore le fruit l'œuvre de l'arbre. Dès lors, point de subjectivité. Plus généralement, l'art populaire serait fortement lié à un déterminisme social ou historique, dont les œuvres seraient en majeure partie l'expression. Dans ces cas précis, ce qui est nommé sous l'étiquette art serait supposé lié à un jugement déterminant. Le mot art possédant des connotations très larges, il peut prêter à confusion en ce qui concerne cette catégorisation des typologies des musées. Il serait peut-être plus convaincant de structurer des séparations, par exemple l'art avec un A majuscule séparé de l'art, ou encore les beaux-arts séparés des arts appliqués, voire l'art libéral séparé des arts mécaniques. Mais avec la grande amplitude sémantique et le caractère généralisant de l'utilisation courante du mot art, toutes ces catégories peuvent sembler superficielles. Je reviens à la notion de musée esthétique, dont la spécificité me semble être le mode de jugement supposé de la part du spectateur. Le prototype moderne est celui qui a ouvert ses portes au grand public. Il s'agirait par exemple du Louvre ou du British Museum. Ce sont des musées du soi qui visent notamment à instituer ce que serait une identité partagée au sein d'une nation. Ce modèle découlerait de la stabilisation de la catégorie des beaux-arts, puis de la naissance du domaine de l'esthétique en tant que domaine philosophique au XVIIIe siècle, et enfin d'une pratique de l'histoire en tant que domaine de savoir. Dès lors, l'expérience esthétique supposerait un sujet autonome, construisant réflexivement un objet dans un rapport qualifiable de type sujet-objet. Pour atteindre ce type de jugement, il faudrait que le spectateur soit désintéressé, qu'il soit dans une forme de contemplation, mais doublé d'une réflexivité, afin de construire par lui-même la représentation de l'objet qu'il a en face de lui. La question qui serait celle de savoir si ce type d'expérience réflexive promet la possibilité d'atteindre ou non une connaissance de l'objet d'art est celle de la critique de la faculté du jugement esthétique. Cette critique, cette définition de limite de ce qu'il est permis d'espérer d'un tel modèle de synthèse subjective me semble être un des éléments centraux autour desquels gravitent les dispositifs et questionnements du musée esthétique. Aujourd'hui, il me semble que nous sommes confrontés à un type de discours dominant sur l'art. Nous le supposons intuitivement comme étant une catégorie émergeant spontanément d'une humanité, et peut-être même liée à une forme de vérité. Je pourrais dire qu'il est généralement supposé que tous les peuples produisent de l'art, et que malgré les réelles différences formelles, la finalité de tous ces arts serait du même ordre, ce qui permettrait d'ailleurs de parler d'un art avec un A majuscule. En un mot, je crois que la tendance dominante suivrait la supposition que l'art permet d'atteindre un absolu malgré les diversités culturelles et historiques des formes étiquetées sous cette appellation. Il se trouverait en réalité que cette propriété de l'art, qui peut sembler si naturelle, posséderait une histoire spécifique au travers de sa constitution. Les héritiers d'une longue histoire se déroulant grandement sur le territoire européen, dans laquelle la notion d'art a beaucoup évolué, ont réussi à spéculer que l'art permet d'atteindre un absolu qui est un outil de connaissance. Cette idée que l'art nous mènerait à un absolu nous est relativement proche, sa création peut être fixée à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, c'est-à-dire au même moment que la structuration des musées au sens moderne du terme. Carole Talon-Hugon parle de ce moment dans son livre
Modernité, une histoire personnelle et philosophique des arts, paru en 2016, au travers du premier romantisme, qui est appelé romantisme de Iéna. Je la cite. 2 points. Le romantisme de Iéna, affirme en effet que là où la philosophie et la science échouent nécessairement, l'art peut réussir. Lui seul permet une forme de connaissance de l'absolu à laquelle la pensée rationnelle ne peut prétendre. Plus loin, je cite, 2 points. L'art n'est plus cette activité productrice dont parlait Aristote, il n'est pas ce jeu ou ce divertissement agréable dont traitaient un bon nombre d'esthéticiens du XVIIIe siècle, il est accès à l'absolu. C'est peut-être Hegel, ce successeur direct du romantisme, qui aurait le mieux réussi ce tour de force de rendre cohérent une histoire de l'art et sa grande diversité de formes, avec une philosophie esthétique et un certain type de rapport au sujet qui serait le public spectateur. Hegel deviendrait ainsi celui qui rend possible le musée d'art, comme équilibrage entre un jugement subjectif renvoyant à une connaissance unique, tout en gardant la multiplicité des formes dans la diversité de leur déploiement, au travers des strates historiques et des nombreuses cultures qui se sont succédées. Je cite encore Carole Talon-Hugon. 2 points. Pour réunir en effet dans un même lieu neutre des œuvres d'époques différentes et issues de contextes variés, il fallait que 2 conditions soient remplies. La première est négative. Ces œuvres ne doivent plus avoir de fonction, que celles-ci soient magiques, religieuses ou utilitaires. L'autre est positive, elles doivent partager une même nature qui justifie leur réunion. Lorsque l'art en est venu à désigner une essence, cette condition est remplie. Plus loin, je la cite. 2 points. Le musée rend les œuvres abstraites, réunies qu'elles sont par ce seul caractère commun, être des œuvres d'art dédiées à la pure contemplation. En ce sens, il réalise les conditions de possibilité de l'expérience esthétique désintéressée qui avait été conceptualisée par le XVIIIe siècle. De même qu'il suppose et renforce l'idée de l'art comme essence, le musée moderne suppose et renforce l'idée de l'art comme histoire. Et enfin, voici la conclusion que nous apporte Talon-Hugon, je la cite. 2 points. Le musée résume ainsi à lui seul les 2 traits saillants de la modernité, qui pense l'art à la fois comme essence et comme histoire. C'est effectivement un drôle de lieu que le musée esthétique. Il tient en équilibre entre 2 domaines le structurant. D'un côté, le jugement subjectif esthétique produit par un spectateur dont la visée potentiellement illimitée est redevable au domaine de la philosophie, et de l'autre, une histoire de l'art plus factuelle renvoie à une description de la signification des œuvres au sein d'une époque donnée et limitée. Ainsi, au sein du musée esthétique, une exposition réussie serait peut-être celle qui arrive à équilibrer, à rendre invisible l'hétérogénéité de ces 2 pôles et qui donnerait l'illusion que l'art porte bien une essence, se déployant dans des formes. Tout comme le musée scientifique, le musée esthétique reconstruit la signification des objets qu'il présente. Dans ce cas, ce ne seraient pas des archives renvoyées à une culture spécifique, mais à des œuvres d'art présentant la culture à la fois individuelle, mais renvoyée aussi à une généralité, à ce que pourrait être une essence humaine. Je passe maintenant à la catégorie du musée des autres basée sur le jugement esthétique. Il s'agirait d'un musée qui, au moyen de l'art, aurait pour fonction de représenter une altérité. En remplaçant la figure de l'ethnologue, celui qui statuerait dans le musée scientifique de l'autre, par la figure du philosophe historien de l'art, celui qui statuerait dans le musée esthétique de l'autre, je peux déjà imaginer que les effets secondaires puissent être nombreux. Le livre « Le goût des autres » de l'anthropologue Benoît de l'Étoile se propose justement d'analyser le passage du musée de l'homme, qui serait typiquement un musée scientifique des autres, au musée du Quai Branly, appelé aussi le musée des arts premiers, qui serait typiquement un musée esthétique des autres. Ce musée, ouvert en 2006, a hérité de la collection du musée de l'Homme de 1937, mais il s'est proposé de nettoyer l'héritage gênant du colonialisme accumulé depuis le XIXe siècle. Le musée du Quai Branly aurait tenté de répondre à une crise du modèle du musée ethnographique hérité historiquement. Le musée de l'Homme aurait subi une fréquentation en baisse, mais avait aussi été conformé à des difficultés théoriques concernant les représentations qu'il véhiculait et qui étaient en décalage avec les perceptions de notre monde contemporain. La période coloniale a eu pour sous-tendu théorique de spéculer sur une différence de nature entre d'un côté des œuvres d'un art pur ou beau qui seraient héritées du fond culturel grec, en se basant sur ce que Hegel appelle la période classique de l'art, et d'un autre côté les œuvres dites primitives, préclassiques, que Hegel a pu qualifier comme appartenant à la période symbolique de l'art. Contrairement à cette classification, le nouveau musée du Quai Branly, celui appelé aussi des arts premiers, à la fois dans son dispositif muséal, mais aussi dans le nom de la catégorie qu'il constitue, les arts premiers, signifierait qu'il n'y a pas de différence de nature entre les arts extra-occidentaux, appelés auparavant primitifs, et les arts issus des beaux-arts ou des arts appliqués. Tous les objets issus du génie humain seraient soumis au même type de jugement esthétique produit par un spectateur. C'est ce qui leur donnerait leur caractère d'art avec un grand A.
Cela malgré le fait que cet art premier soit supposé très ancien et qu'il n'avait, selon toute vraisemblance, aucun rapport avec les catégories d'art telles que nous l'entendons. C'est d'ailleurs la principale critique qu'adressent les partisans d'une analyse anthropologique de ces objets contre les partisans d'une présentation de type esthétique des objets premiers ou primitifs. Plus précisément, l'usage de base de ces objets, ou la connaissance scientifique qu'apportaient ces objets, sont gommés au profit d'une valeur esthétique nouvelle, dans laquelle le fabricant d'un objet factuel ou rituel très ancien aurait eu le même souhait ou le même rôle social qu'un artiste de la modernité européenne. En suivant ce type de dynamique de transformation de la signification que portent les choses, l'histoire du changement de statut des objets non occidentaux en œuvre d'art me semble passionnante. À partir du XVIIIe siècle, durant tout le XIXe siècle, la représentation des autres cultures a énormément évolué. Peut-être que ce serait avec des livres comme ceux de Johann Gottfried von Herder que le primitif serait passé du statut de sauvage, figure souvent dévalorisée, au statut positif d'un peuple qui serait plus proche de l'origine de l'humanité, une forme d'authenticité dans un certain rapport avec la nature. Le primitif deviendrait alors un ancêtre commun qui nous fonderait dans une humanité commune. En parallèle, les différents peuples du monde seraient alors placés sur un axe historique en fonction d'un accomplissement plus ou moins élaboré du développement de la rationalité ou d'une révélation religieuse, dont le canon référentiel serait soit la Grèce, soit le christianisme. Si l'on considère la science de l'ethnologie, la conception historique de l'humanité y serait divisée entre deux cadres, un cadre évolutionniste et un cadre différentialiste. Concernant l'évolutionnisme, d'après Benoît de l'Étoile, ce cadre, je cite, présuppose que toute l'humanité est passée par les mêmes stades de développement. Ainsi, les sauvages sont alors conçus, non pas comme nos contemporains, mais plutôt comme nos ancêtres. Je cite encore, ce discours évolutionniste, qui est le plus traditionnel, est le principal support intellectuel de la conception de la colonisation comme mission civilisatrice. En d'autres mots, dans ce cadre évolutionniste, le colonisateur a pour mission de moderniser, de transformer le colonisé en futur européen. En ce qui concerne le cadre différentialiste, la diversité des cultures serait alors mise en avant. Cette diversité culturelle deviendrait un élément positif. La colonisation viserait alors à mettre sous tutelle les différentes cultures afin de les protéger tout en les dominant. À la suite de cette double orientation, il adviendrait plus récemment un troisième cadre intellectuel qui émergerait cette fois non par le domaine de l'ethnologie, mais au travers des artistes et au moyen d'une valorisation esthétique. Dans le domaine de l'art, c'est le cadre du primitivisme. Citant Benoît de l'Étoile, le goût pour l'art nègre est alors souvent lié à la valorisation esthétique de l'altérité. Il exemplifie la différence, le bizarre, le retour au primitif conçu comme enfance de l'humanité, permettant ainsi une rupture avec la civilisation occidentale. Ainsi, certains artistes d'avant-garde en Europe au début du XXe siècle découvraient les chefs-d'œuvre d'art qui étaient jusqu'alors classés comme simples objets d'étude d'une science. Il y aurait à partir de ce moment une exhumation des trésors artistiques qui aurait été menée par les acteurs du monde de l'art, les artistes, les collectionneurs, les marchands, cela au sein de musées ethnographiques dont les spécialistes auraient été désespérément aveugles à tout ce qui touchait à l'esthétique. L'anecdote de Picasso découvrant en 1907 l'art nègre au musée du Trocadéro illustre à merveille cette mythologie moderne de l'artiste d'avant-garde, capable de discerner le sens esthétique de l'origine. La première exposition d'art nègre aux États-Unis a eu lieu en 1914 dans la galerie d'Alfred Stieglitz, photographe d'avant-garde connu pour avoir produit la célèbre photo de l'urinoir de Marcel Duchamp. Le titre de cette exposition est fascinante pour le mélange qui semble alors évident entre modernité et primitivité. L'exposition se nomme La statuaire en bois des sauvages africains, la racine de l'art moderne. Les deux premières expositions d'objets primitifs considérés comme art dans un musée d'art auraient eu lieu au MoMA, qui est un musée d'art moderne, en 1933 et en 1935. Là aussi, les œuvres ont été présentées en tant qu'inspiratrices de l'art moderne. En citant Benoît de l'Étoile, le héros de ce récit sont les artistes, capables de par leur sensibilité exceptionnelle de percevoir les affinités entre l'art qui s'efforçait de créer et celui des primitifs. Il s'agit ici d'un mythe fondateur de l'art moderne, mais aussi d'un mythe de légitimation des collections et des musées qui en ont hérité. De cette belle histoire d'une valorisation des arts non occidentaux, il y a évidemment de nombreux effets secondaires. Les objets d'art étant validés avec une étiquette d'art majeur, ils finissent par acquérir une valeur sur le marché de l'art. La valeur et la légitimité de ces objets a été structurée par le parcours de la pièce en Occident. Si elle a été montrée dans tel musée, si elle a appartenu à tels artistes ou à tel collectionneur, cela constitue son pédigré. De plus, si l'objet primitif est considéré comme représentant d'un art anhistorique, sa réalité concrète, sa valeur est structurée sur une histoire toute moderne construite par les infrastructures européennes et américaines. Là encore, la représentation de cette altérité est bien constituée, non par des savants, mais par des acteurs du monde de l'art.
Les objets acquièrent un statut d'universalité à travers les dispositifs des musées et des galeries basées des deux côtés de l'Atlantique. En suivant le livre Le goût des autres, je cite, « La reconnaissance par un artiste occidental vaut confirmation de la qualité artistique de l'œuvre. Cette communion dans l'universalité intemporelle de la création annule le passé colonial, à commencer par les modalités d'appropriation des œuvres, ou tout en moins non faux qu'un épisode somme toute secondaire de la rencontre entre civilisations qui trouve son apothéose dans leurs entrées dans nos musées. » Le qualificatif d'art premier qui a été donné au musée du Quai Branly en 2006 n'est qu'une nouvelle version de ce primitivisme de l'art moderne européen et américain, favorisant un peu plus l'esthétisation d'objets élevés au statut d'art universel, tel qu'il a été constitué à cette période, et cela en vue aussi de son déploiement sur le marché de l'art. Cette valorisation en dimension mondiale d'une altérité construite par les structures occidentales amène à ce que des personnes issues de groupes sociaux qui sont les héritiers historiques de ces traditions doivent s'identifier à cette fiction créée, en tout cas s'ils veulent exister aux yeux du monde. La meilleure manière d'être médiatisé mondialement en tant que communauté est d'incarner les stéréotypes et les imaginaires issus des constructions coloniales et des différentes formes de primitivisme. Les objets issus de l'ethnographie deviennent alors des catalyseurs identitaires. Même pour un individu issu d'un pays extra-occidental qui se souhaiterait être un artiste contemporain, donc a priori en rupture avec un héritage fortement traditionnaliste, il n'aurait de possibilité de convenir au goût des esthéticiens occidentaux que s'il rentrerait dans une typicité. Il devrait quasi nécessairement incarner une pseudo-authenticité. Si les expositions d'art contemporain d'artistes extra-occidentaux ressemblent si souvent à une suite de clichés sur la spiritualité, la rencontre à la nature ou encore le chamanisme, c'est bien dans l'attente et dans les présupposés du monde de l'art qu'il faut chercher les causes. La représentation de la spécificité d'une culture qui aurait gardé un lien étroit avec une conception anhistorique de l'existence humaine serait alors juste un effet secondaire résultat du processus historique de reconnaissance de l'altérité. Qu'ils soient scientifiques ou esthétiques, les musées des autres, ceux qui présentent une autre culture ou une altérité, ne peuvent s'empêcher de reconstruire une essence supposée de cette altérité, souvent en dehors de toute relation à une réalité factuelle et observable dans le pays où résident les individus en question. Le musée, cette machine à construire des représentations, ne peut qu'échouer à tenter de représenter une altérité pure. Il est au contraire un outil efficace pour naturaliser des traditions inventées de toutes sortes, pour objectiver les divers discours de domination, cela en utilisant le langage de la valorisation plastique. Benoît de l'Étoile propose l'hypothèse d'un musée de l'autre qui serait tenable théoriquement, c'est-à-dire capable de construire les représentations de l'autre qui éviterait de réitérer les présupposés d'une identité essentialisée, et cela en partant justement du fait que le musée est nécessairement un dispositif qui construit un point de vue. Je le cite. Un musée des autres qui ne serait occidentaux-centré serait une contradiction dans les termes. Un peu plus loin, je le cite. Malgré le mythe d'un accès direct au monde, nous ne pouvons pas voir sans lunettes. Faire prendre conscience que les lunettes que nous portons sans le savoir nous donnent une vision non pas fausse, mais médiatisée, qu'elles définissent pour nous la réalité d'une certaine façon, mais qu'il en existe d'autres, c'est la condition pour voir autrement et, au bout du compte, pour mieux voir. Autrement dit, le musée peut intégrer la dimension réflexive. Cette réflexivité prend nécessairement une forme historique, précisément parce que l'expérience de la relation aux autres est nécessairement médiatisée par l'histoire. En suivant l'hypothèse de Benoît de l'Étoile, un musée de la relation est un musée de la construction historique d'une représentation de l'autre. Je le cite. Ce qui se présente comme un musée des autres est en fait un musée de la relation. En ce qui concerne les arts premiers, un musée légitime pourrait être ainsi par exemple un musée de l'histoire de la colonisation et des représentations essentialisantes qu'elle a instituées. Si les représentations de la relation à l'autre sont passionnantes intellectuellement, il me semble malheureusement que dans le monde de l'art actuel, elles n'intéressent que très partiellement et sont minoritaires face à une vision plus romantique, répondant à l'attente d'un autre monde idyllique qui serait en opposition à notre société actuelle. Par exemple, il n'est toujours pas d'actualité que l'État français construise un musée de la colonisation. L'attente serait encore celle d'une sorte d'exotisme sous diverses formes pour nous donner l'illusion de nous ressourcer et de prôner, en toute bonne foi, une universalité totalement calibrée à nos attentes. En prenant la grille de lecture que Benoît de l'Étoile utilise dans son livre « Le goût des autres », celle qui divise le musée en 4 typologies, le musée scientifique du soi et celui des autres, le musée esthétique du soi et celui des autres, elle permet d'analyser assez précisément une grande partie des discours et des représentations muséales. Mais revenons-en à la question de la séparation des critiques sur le cas japonais. Qu'en est-il par rapport au musée japonais ? En effet, sur un bon millier de musées existants sur l'île actuellement, peut-on établir une classification de ce type ? Cela me semble en réalité très délicat de saisir quelles sont les orientations des définitions identitaires de ces structures. Dans la plupart des cas, ce sont des musées du soi, en ce sens qu'ils auraient pour fonction d'exprimer une spécificité soit de la nation japonaise, soit de la localité où se trouve le musée.
Mais cette auto-manifestation joue souvent sur un regard médiatisé par l'extérieur, de manière consciente ou inconsciente. Le soi est alors souvent énoncé en opposition, en séparation avec un Occident, tout en reprenant pourtant une bonne partie des définitions qu'ont construit l'Europe sur ce que serait l'essence de l'identité japonaise. Tout se déroule comme si, très souvent, le soi japonais correspondrait comme par miracle à cet autre structuré par l'histoire de la muséologie en Europe. Cela, tout en s'affirmant absolument séparé et incompréhensible pour un entendement étranger. Je n'entrerai pas plus dans les détails, car il me faudrait pour cela que je puisse décrire l'élaboration de la culture japonaise dans le cadre de la construction de l'État-nation japonais à partir du XIXe siècle. Il me faudrait aussi décrire les a priori de la construction de l'histoire de l'art japonais et de la structure muséale à la même période. Et enfin, il me faudrait me questionner sur le type d'esthétique nationale que présupposent les musées japonais et qu'ils diffusent de manière très répandue et consensuelle. Néanmoins, je peux déjà signifier qu'en suivant un premier avis que j'ai constitué empiriquement, il ne s'agit pas de musées réfléchissant la relation avec l'autre. Au contraire, ils affirment très souvent exprimer quelque chose d'une essence de l'art de leur pays. Mais cette prétendue essence autochtone ne me semble en réalité pas hétérogène, à la manière dont l'Occident avait représenté ce qui était extérieur à lui-même. Je trouve que les musées japonais sont de drôles de boîtes. En tout cas, les crispations identitaires et les contradictions historiquement construites me donnent une matière à réfléchir qui m'apparaissent d'une complexité incroyable, et me demanderaient de préciser sur quelle base il me serait possible d'élaborer un jugement quant à leur finalité propre.